Bonjour à tous, bonjour et ravi de vous retrouver ici dans ce studio de Generali France pour cette nouvelle émission consacrée, vous le savez bien, au code de la route. Sous un nouveau format, vous allez voir, c'est un grand quiz. Alors, pour vous accompagner vers une conduite plus sereine et mettre bien sûr la prévention au cœur de son métier, Generali France, vous le savez, s'est associé au Code Rousseau, à ce fameux Code Rousseau, concepteur du premier code de la route. C'était en 1937. Ils seront avec nous à l'émission. Vous avez le permis de conduire, eh bien nous, on vous donne aujourd'hui le permis de réviser. Vous êtes très nombreux, en tous les cas, grand merci, un grand merci. Vous êtes inscrits encore plus nombreux que l'année dernière. Et pourtant, déjà, l'émission de l'année dernière a été vue près de 10 000 fois sur YouTube. Alors en tous les cas, merci pour votre présence. Et n'oubliez pas, les 200 premiers inscrits à cette émission, sachez-le, je vous le rappelle, les 200 premiers inscrits se verront donc récompensés par un coaching individuel gratuit de conduite. Donc surveillez bien votre messagerie. Comme je vous disais l'année dernière, c'est bientôt Noël. Alors maintenant, on va la retrouver. Elle est notre coach code de la route. Elle est la sagesse au volant. Merci d'accueillir des Codes Rousseau, Sophie, qui est avec moi. Salut Sophie. Bonjour Philippe, bonjour Bon, à tous. ravi Sophie de te retrouver un an après. Exactement. On avait fait une super émission. Et là, le format va un petit peu changer. C'est ce que j'expliquais, va un petit peu changer. Oui, en fait, cette année, on vous propose de repasser votre examen du code. Voilà. Et donc, on va faire 20 questions de code ensemble sur différentes thématiques. Donc, on va vous expliquer ça un petit peu. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais déjà, vous allez avoir la possibilité de répondre directement sur votre écran. Je ne sais pas si tu veux expliquer comment, en Eh fait, ben, Philippe. on va justement le découvrir tout de suite. On va mettre une petite vidéo, on appelle ça un tuto, un petit tuto là, que vous allez voir défiler pour vous expliquer exactement comment procéder. Deux choses, il y a les questions de Sophie, là il faut répondre sur le quiz, en répondant A, B, C ou D et en validant, ce sont les questions de Sophie. Et puis si au cours de l'émission, vous souhaitez poser vos propres questions, eh bien qu'à cela ne tienne, vous allez sur l'onglet chat, voilà, que vous voyez là, et vous affichez, vous écrivez donc votre question. Nous essaierons bien sûr de répondre à toutes les questions, mais voilà, l'émission va durer. Alors le format de l'émission, Peut-être un peu moins d'une heure, je pense, Philippe. d'accord, ok. Mais ça va demander beaucoup de concentration parce que ça va être des questions de code. Donc peut-être que vous avez passé votre code il y a plusieurs années. Donc là, du coup, on va réviser ensemble. Ça va être l'occasion de poser 20 questions, comme je le disais tout à l'heure, sur différentes thématiques. Alors ces thématiques, je ne les ai pas choisies par hasard. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le site sur la route vous-assurer.fr. Il y a plus de 50 vidéos qui sont à disposition pour réviser votre code. Alors peut-être que certains l'ont déjà fait avant cette séance aujourd'hui. Donc il va y avoir des questions sur la signalisation, des questions sur les intersections, sur la nuit, les intempéries, toutes les zones dangereuses et aussi les croisements et dépassements. Donc, on va avoir 20 questions là-dessus. Voilà, donc comme le disait Philippe, vous pouvez répondre directement sur votre écran. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme le disait Philippe, on va essayer de répondre à toutes les questions. Ça va peut-être pas être possible, mais sinon, au pire, toutes les réponses sont quand même sur les 50 vidéos qui sont mises à disposition sur le site Sur la route vous assurez. Bien, bah écoutez, on va déjà commencer. Ok. Moi, je vais vous laisser tranquillement sur la première thématique avec Sophie et on se retrouve pour la séquence questions-réponses après cette thématique. À tout de Super. suite, Sophie. Merci. Ok, donc on va commencer avec une série sur la signalisation. Alors la signalisation, c'est tous les panneaux, tous les marquages au sol, toutes les balises. Donc c'est des choses qu'on voit tout le temps. Mais au bout d'un moment, on y fait peut-être plus très attention et on sait peut-être plus ce que ça veut dire. Donc l'idée, ça va être de revenir avec 5 questions sur la signalisation. Donc concentrez-vous bien. L'idée, je vous explique comment ça va fonctionner. Il va y avoir à chaque fois 3 ou 4 propositions. Il n'y aura qu'une seule réponse correcte. D'accord? Donc, je vais vous lire les questions et ensuite, ça sera à vous de répondre via l'application, comme vous l'a montré Philippe tout à l'heure. Donc, concentrez-vous bien. Et puis après, pas de problème. Si vous ne connaissez pas la réponse, ça sera justement l'occasion d'en parler. OK? Donc, si vous êtes prêts, on va commencer avec la toute première question. La toute première question, c'est celle-ci. Donc là, il faut bien regarder l'image et vous avez une balise qui est entourée, voilà, sur l'image. La première balise signale que vous approchez d'une intersection réponse A, d'un virage réponse B, d'un passage à niveau réponse C
ou d'un obstacle proche de la chaussée? Réponse D, hein. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc je vous laisse répondre. La première balise indique que vous approchez d'une intersection. Réponse A, d'un virage. Réponse B, d'un passage à niveau. Réponse C, d'un obstacle proche de la chaussée. Ok, et là je vois que vous êtes très nombreux à connaître la bonne réponse, donc bravo. Il y a plus de 80% de bonnes réponses. Nickel. Donc c'est bien. La réponse C, bravo, ça vous annonce bien un passage à niveau. Alors il faut compter le nombre de petites barres rouges. Quand vous avez 3 barres rouges sur cette balise, ça veut dire que vous êtes à 150 mètres du passage à niveau. Quand vous en avez 2, c'est 100 mètres. Et quand vous en avez une, c'est à 50 mètres. Une intersection, c'est une balise blanche avec un petit liseré rouge. Les virages, c'est tout blanc. Et un obstacle proche de la chaussée, c'est bleu et blanc. Donc bravo à vous parce que vraiment plus de 80% de bonnes réponses. C'est parfait. Donc on continue comme ça. Parfait. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous savez qu'il y a le chat, hein, si vous souhaitez voilà, poser une question, avoir plus de détails, n'hésitez pas une seconde. Et il y a de très belles vidéos sur les balises, justement sur le site sur la route vousassurez.fr. On continue avec la deuxième question. Je tiens compte du panneau sous le feu tricolore uniquement lorsque le feu fonctionne. Réponse A, uniquement lorsque le feu ne fonctionne pas. Réponse B, uniquement si je circule à vélo. Réponse C, ou dans tous les cas. Réponse D. Alors vous voyez le panneau céder le passage qui est sous le feu tricolore. Dans quel cas vous devez en tenir compte? Uniquement lorsque le feu fonctionne, uniquement lorsque le feu ne fonctionne pas, uniquement si je circule à vélo ou dans tous les cas. Alors je suis agréablement surprise parce que ça fait partie des règles qui sont les moins connues. Et là, il y a encore une très grande majorité de bonnes réponses. Alors il y a 2 réponses qui se détachent, la B et la D. Alors, dans tous les cas, pour 26% des réponses, ok, 68% répondent uniquement lorsque le feu ne fonctionne pas. C'est bien la réponse B. C'est-à-dire que ces panneaux qui sont sous le feu, on n'en tient compte que quand le feu ne fonctionne pas. Et quand le feu ne fonctionne pas, soit il clignote au milieu, soit il est complètement éteint. Et en fait, pour savoir qui doit passer avant qui, du coup, en fait, on regarde ce panneau. D'accord? Si le feu fonctionne, on oublie le panneau et on n'a pas à en tenir compte. D'accord? Donc, bravo aux 70% qui ont répondu la réponse B. C'était bien le cas. C'est uniquement lorsque le feu ne fonctionne pas. C'est parfait. Bon, très bien, hein. Donc, on continue avec la question 3. Cette limitation de vitesse à 40 que vous voyez concerne tous les usagers. Réponse A. Uniquement les véhicules de transport de marchandises. Réponse B. Uniquement les poids lourds. Réponse C. Donc, une seule bonne réponse. En fait, vous voyez, vous avez ce panneau qui limite votre vitesse à 40. Est-ce que ça vous concerne? Et est-ce que ça concerne tous les autres usagers? Est-ce que ça concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises ou uniquement les poids lourds? C'est plus partagé sur cette question. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. Ok, je vois que ça change beaucoup. Là, du coup, il y a uniquement les poids lourds, vous êtes 43%, uniquement les véhicules de transport de marchandises, 20%. C'est la première question sur laquelle on a un peu plus de difficultés. Donc, en fait, ici, cette limitation à 40, les 2 panneaux, en fait, ils doivent se lire complètement séparément. Tout d'abord, la vitesse est limitée à 40, mais pour tous les usagers. Et en dessous, l'accès est interdit à tous les véhicules affectés au transport de marchandises. Les 2 panneaux, ils ne doivent pas se lire ensemble. Il ne faut pas confondre ce panneau-là avec un panneau de limitation de vitesse. Et en dessous, vous savez, quand vous avez un panonceau rectangulaire qui dit où est dessiné justement un véhicule de transport de marchandises. Dans ces cas-là, ça veut dire que le panneau seuls les véhicules affectés au transport de marchandises sont concernés par la limitation. Là, c'est 2 panneaux qui doivent se lire complètement séparément. D'accord? Donc bravo, parce que du coup, 35% avaient correctement répondu. En tout cas, bravo à vous, c'est bien tous les usagers. Donc, si vous avez des questions, je vois du coup dans le chat, je ne vois pas de questions, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je précise certaines choses. Le but, c'est aussi de poser vos questions. Très bien, l'avant-dernière question, signalisation. La circulation à double sens est autorisée, donc uniquement aux vélos à propulsion musculaire. Réponse A. Uniquement aux vélos et y compris les VAE. Les VAE, vous savez, ce sont les véhicules à assistance électrique, les vélos à assistance électrique. Donc ça, c'est la réponse B. Uniquement aux vélos et EDPM. Alors EDPM, il y a plein de mots compliqués ici. Vous savez, c'est les trottinettes électriques, par exemple. C'est la réponse C, ou à tous les 2 roues. Réponse D. Alors, je vous laisse répondre. Alors, il y a plein de mots compliqués, prenez le temps. Est-ce que c'est juste pour les vélos à propulsion musculaire? Est-ce que c'est tous les vélos, y compris les vélos à assistance électrique? Est-ce que c'est à tous les vélos et aussi aux EDPM ou à tous les 2 roues? Là aussi, c'est partagé. Je pense que certains mots sont un peu compliqués. On parle beaucoup des trottinettes électriques. Voilà, elles sont considérées dans le code de la route. On parle d'EDPM, engin de déplacement personnel à moteur. Alors, là, c'est plus partagé, hein. Ok.
Alors, je vous laisse un petit peu de temps. Alors, certains disent à tous les 2 roues. Alors, là, du coup, dans le code de la route, vous savez que les mots ont leur sens et tous les 2 roues, ça voudrait dire que même les motos sont concernées, même les cyclomoteurs sont concernés. Donc, la réponse D, elle n'est pas juste parce que dans un double sens cyclable, les motos n'ont pas le droit de circuler en contresens ou dans l'autre sens de circulation, plutôt les cyclomoteurs non plus. En revanche, les vélos et tous les EDPM, donc les trottinettes électriques, ont le droit de circuler dans l'autre sens de circulation. Donc, bravo aux 12%. Bravo aux 12% qui ont répondu correctement parce que franchement, c'était assez compliqué. Donc, si vous circulez à vélo électrique, dans ces rues-là, vous pouvez circuler dans les 2 sens de circulation, d'accord? Et quand vous êtes en voiture, quand vous voyez vous, circuler dans ces routes-là, faites attention parce qu'effectivement, des vélos qui peuvent aller assez rapidement peuvent circuler dans l'autre sens de circulation. Donc, félicitations aux 12% qui ont correctement répondu. Et si vous avez des questions, je vous incite à aller, les mettre dans le chat, hein. OK? On passe à la dernière question signalisation. Autre nouveau panneau aussi dont on parle beaucoup. Ce panneau annonce un débouché de cyclistes venant de gauche, réponse A. Un débouché de cyclistes venant de droite, réponse B. Une fin d'une bande cyclable, réponse C. Ou une autorisation pour les cyclistes de tourner à droite malgré le feu rouge, réponse D. Les réponses sont un peu longues, prenez le temps de bien les lire. En fait, c'est souvent ce qui pose problème quand les personnes passent leur code, c'est tout ce vocabulaire, toutes ces phrases qui peuvent être un peu longues, donc prenez le temps de bien le lire. Alors, plusieurs personnes disent un débouché de cyclistes venant de gauche, un débouché de cyclistes venant de droite, vous êtes 4%, 2% à la fin d'une bande cyclable. C'est très partagé entre la A et la D. Ok, bon, ok, je vous laisse encore quelques petites secondes. Ok, donc voilà, une très courte majorité pour la réponse D. Bon, bravo. En fait, vous savez, ce panneau, on le retrouve souvent sous les feux tricolores. Et en fait, quand vous avez ce panneau, ça veut dire que lorsque le feu est rouge, les cyclistes ont l'autorisation de tourner à droite, même si le feu est rouge, mais il doit bien sûr céder le passage aux piétons et puis aux véhicules qui peuvent être encore engagés dans l'intersection. Lorsqu'il y a un débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche, ce panneau existe, mais c'est un panneau de danger. Donc c'est bien un triangle, mais pointe en haut. D'accord. Donc ce panneau, en fait, il autorise les cyclistes. On entend beaucoup parler des cyclistes qui passeraient à tous les feux rouges, mais des fois, ils ont le droit. D'accord. Et ils ont ce panneau-là. Donc bravo aux 48% qui ont répondu correctement sur cette question. Bravo. Donc c'est terminé pour tout ce qui est signalisation. Donc on a fait 5 questions. J'espère que tout se passe bien pour l'instant. Ah, Philippe me rejoint. Oui, alors pour la séquence des questions, pour l'instant, ils sont très très calmes, très concentrés. On n'a pas de questions. On n'a pas de D'accord. questions. Je pense qu'ils ont tous très très bien compris. J'aimerais simplement préciser 2 choses. N'oubliez pas, si vous voulez répondre au quiz, vous allez sur l'onglet quiz pour répondre. Ne mettez pas votre réponse sur la ligne du chat, ce sont vos questions, hein. On a vraiment la ligne chat qui sont vos questions à vous, les questions que vous voulez poser, que j'attends avec impatience, vos questions. Et il y a juste en dessous le quiz avec les différentes réponses A, B, C ou D sur les différences. Voilà. Deuxième chose, je vous rappelle de prendre un petit stylo, un bout de papier et de noter le nombre de réponses positives. Parce qu'à la fin, on va faire Ah, le total, nous ferons le total justement de vos réponses. Mais là, c'est déclaratif, donc voilà. On compte sur votre honnêteté, bien évidemment, pour déclarer et vous notez, après chaque séquence, le nombre de bonnes réponses. Voilà. Deuxième thématique, on va parler de croisement, d'intersection. exactement. Et je vous laisse avec Sophie. Mais oui, en même temps, je suis pas. Pardon. En même temps, c'est ce que je disais, hein, je ne suis pas très étonnée en fait sur le manque de questions sur le chat. Vous êtes très concentrés, effectivement. En fait, voilà, c'est assez compliqué les questions de code. Donc, je vois que vous êtes très concentrés. En tout cas, il y a plein de bonnes réponses. Donc, on continue comme ça, on continue à être très concentrés. Et maintenant, on passe à des questions sur les intersections et les règles de priorité. Donc, là, il y a plein de choses que vous savez sûrement. Donc, du coup, j'ai fait que 4 questions sur les intersections et priorités et sur des choses sur lesquelles vous pouvez avoir quelques soucis. En tout cas, des règles qui sont parfois peu connues. Donc, on va continuer. On reste ultra concentré avec cette question 6. Le marquage au sol que vous voyez sur la gauche, vous voyez avec cette ligne continue et les petits tirets, est-ce que ce marquage au sol vous impose de vous arrêter avant de vous engager? Oui, réponse A, non, réponse B. Donc 2 propositions. Le marquage au sol, j'espère que vous le voyez bien, celui qui est à gauche, hein, d'accord, avec la ligne discontinue et la ligne continue qui sont accolées. Est-ce que ce marquage au sol impose de marquer l'arrêt avant de vous engager? Oui ou non?
Alors, je vous laisse répondre. Vous avez vraiment révisé, hein, je vois, hein. OK. Très bien, c'est un marquage qu'on voit de plus en plus. On peut le retrouver aussi dans certains ronds-points. OK. Ah, c'est assez partagé, en fait. On voit que les personnes qui répondent très rapidement répondent correctement et après, il y a quelques petits doutes. Là, on est quasiment à 50, ouais, 50-50. En fait, ce marquage au sol, on le retrouve très, très souvent et de plus en plus souvent. Si vous y faites attention, vous allez le retrouver même sur des itinéraires que vous faites des fois très souvent. En fait, ce marquage au sol, c'est un peu pour confirmer un sens interdit. C'est-à-dire que quand vous avez la ligne discontinue de votre côté, ça veut dire que vous avez l'autorisation de passer. En revanche, si vous avez la ligne continue de votre côté, ça vous interdit de passer. Donc, en fait, ça renforce un sens interdit. Donc là, ce n'est pas un céder le passage, donc ça vous impose pas de marquer l'arrêt avant de vous engager. C'est juste pour renforcer l'idée, par exemple, que la voiture jaune, elle ne peut pas tourner sur sa gauche ici. D'accord? Donc bravo, ça ne vous impose pas de marquer l'arrêt avant de vous engager. C'était bien la réponse B. Bravo à vous. OK, on continue avec la question 7. Alors, normalement, là, ça devrait bien se passer. Je tourne à gauche dans cette situation. Vous devez céder le passage à droite uniquement, réponse A, à gauche uniquement, réponse B, à droite et à gauche, réponse C, ou à personne, réponse D. Observez bien la situation, on a vraiment une intersection. Vous tournez à gauche dans cette situation. À qui devez-vous céder le passage? À droite uniquement, à gauche uniquement, à droite et à gauche, ou à personne? Alors, là encore, c'est très très partagé. Il y a toujours deux réponses qui ressortent. Comme je le disais tout à l'heure, 4 propositions, une seule réponse correcte. OK, bravo, une majorité de bonnes réponses pour l'instant. C'est parfait. OK, donc là, vous arrivez sur une intersection, il n'y a pas de panneau de priorité, il n'y a pas de marquage de stop, il n'y a pas de marquage de céder le passage. Donc, quand vous avez aucune signalisation, comme c'est le cas ici, en fait, ça veut dire que c'est la priorité à droite. Et quand c'est la règle de la priorité à droite, ça veut dire que vous devez céder le passage à droite uniquement. L'usager qui va venir à gauche, vous êtes sur sa droite, donc c'est à lui de vous céder le passage. Donc ici, c'est à droite uniquement, c'était bien la réponse A. C'est bien une intersection, c'est pas une sortie privée, il n'y a pas de signalisation, donc c'est une priorité à droite. Donc c'était bien la réponse A. Bravo aux 55% qui ont répondu correctement à cette question. Nickel. On continue, j'espère que vous êtes toujours aussi concentrés. On passe à la question 8 pour le moment. Le risque le plus important se situe en A. Donc regardez bien, c'est ce qui correspond au rétroviseur gauche. En B, le véhicule qui circule sur le giratoire, ou en C. Je vous laisse répondre. J'espère que je ne vais pas trop vite. Observez bien. Cette question, elle ne devrait pas poser trop de soucis, j'imagine. Mais c'est surtout, en fait, se rappeler quand on est sur la route, ce qu'on fait quand on conduit. Alors, OK, il y a une très grande majorité de bonnes réponses. Je vous laisse encore quelques secondes. Je vois que les gens répondent, donc prenez votre temps. À l'examen du code, ils ont 20 secondes pour répondre à l'examen. OK, donc il y a une majorité de C, il y en a beaucoup qui répondent B aussi. Alors c'est vrai que quand on arrive sur un giratoire ou une intersection ou voilà, comme ici un giratoire, le truc c'est qu'on a tendance à regarder beaucoup ce qui se passe à gauche pour savoir si oui ou non on va pouvoir s'engager ou pas, d'accord? Et ça, en fait, il faut vraiment se dire que en fait, il faut avoir un regard très mobile et ne pas oublier qu'avant les giratoires, il y a des passages piétons et qu'il ne faut pas fixer en fait ce qui se passe sur le giratoire, mais aussi regarder ce qui peut se passer à droite, d'accord? Donc n'hésitez pas quand vous êtes en conduite, à observer ce que vous faites. Est-ce que du coup, vous savez qu'il faut regarder ce qui se passe à gauche, mais n'oubliez pas de regarder ce qui se passe à droite, parce que là, le risque le plus important pour l'instant, c'est du coup ce passage piéton qui est complètement masqué à cause du bus. Donc c'était bien, on sait, bravo là aussi, une majorité de bonnes réponses. Je pense qu'on va avoir de très bons scores. OK. Dernière question, et là c'est les giratoires. Vous avez souvent plein de questions par rapport à ça. Vous allez tout droit à ce giratoire. Donc vous allez tout droit, hein, d'accord? Est-ce que vous actionnez votre clignotant droit dès maintenant? C'est la réponse A. Est-ce que vous actionnez votre clignotant gauche dès maintenant? Est-ce que vous attendez pour actionner votre clignotant? Que faites-vous? Vous allez tout droit. Est-ce que vous actionnez votre clignotant droit dès maintenant? Est-ce que vous actionnez votre clignotant gauche dès maintenant? Est-ce que vous attendez pour actionner votre clignotant? C'est la réponse C. C'est la dernière question concernant les intersections. Alors, 7%, 8%, vous répondez encore? OK. Alors, très bien. Alors, certains actionnaient leur clignotant gauche. Alors, quand vous allez tout droit,
Alors, la règle, en fait, c'est quand vous allez tout droit, en fait, de vous placer sur la voie à droite dans le giratoire. Donc, pas mettre le clignotant en gauche puisque vous n'allez pas rejoindre une sortie à gauche. Ne pas mettre le clignotant tout de suite parce que du coup, ça peut porter confusion. La personne qui arrive sur la voie de droite, en fait, peut penser que vous allez prendre la première sortie à droite et s'engager. Donc, effectivement, on va attendre pour actionner le clignotant. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne met pas de clignotant. Et une fois qu'on aura passé la sortie qui précède la nôtre, ben là, on mettra notre clignotant à droite. Donc, bravo, parce que très majoritairement, vous avez répondu la réponse C. Donc, c'était bien la bonne réponse. Bravo. Donc, là, on a terminé pour les intersections. Philippe nous rejoint. Oui. Alors, Très, très calme, très, très calme. Peu de questions. mais je pense qu'ils sont Peut- très concentrés sur Ouais, sur les alors, questions peut-être qu'on va peut-être un petit peu trop vite. On va vous laisser un peu plus de temps pour pour répondre. réfléchir. Pour réfléchir. Philippe nous pose la question, y a-t-il un pourcentage global? Je pense il entend peut-être à la fin de l'émission. Est-ce qu'il va y avoir un pourcentage global Alors, des bonnes réponses ou, on va connaître justement, en fait, comme tu le précisais, j'avais oublié de le dire, mais effectivement, on vous demande de relever en fait les réponses qui sont correctes. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez correct, faites une petite croix ou un petit truc comme ça. Comme ça, à la fin, en fait, on va vous demander combien vous faites de fautes. Non, pardon, voilà, combien vous avez de bonnes réponses, c'est voilà. plus positif, hein. Et comme ça va nous permettre d'avoir, voilà, de savoir justement si, du coup, quelles sont les vidéos qu'on vous encourage à regarder. Mais pour l'instant, il y a quand même une majorité de bonnes réponses, hein. Sur le dernier questionnaire, vous allez nous déclarer le nombre de bonnes réponses et après, donc, on fera une statistique globale sur l'ensemble de nos. Voilà. Alors, il y a Patrick aussi qui dit pourtant sur cette vue, nous changeons de fil. Alors pour l'instant, non, nous sommes placés, tu vois, on est placé sur la voie de droite pour aller tout droit. Ah, pourtant sur cette vue, nous changeons de fil. Alors, vous pouvez répondre aux questions. On n'avait pas vraiment posé une question. J'aurais bien voulu le. Alors, ok, ben, on peut le revoir, hein, Jean-Claude, éventuellement le panneau. Effectivement, on va laisser un peu plus de temps Oui, si vous avez des questions. tout à fait. Donc, pour cette question, en fait, on est bien placé à droite, avant l'intersection. Sur l'image, rien ne nous dit qu'on va changer de voie. Donc, je ne vois pas ici. Alors, le panneau de limitation de vitesse, je le repasse. Alors, je vais remettre la question. C'était celle-ci. Voilà, c'était celle-ci. Donc, en fait, dans ce cas-là, quand il y a deux panneaux l'un sur l'autre, en fait, ils ne se lisent pas ensemble. C'est bien, d'un côté, la limitation de vitesse, elle est à 40 km/h pour tous les usagers. Et en dessous, en fait, quand vous avez un usager qui est dessiné dans un panneau rond et rouge, ça veut dire que tous les véhicules affectés au transport de marchandises n'ont pas le droit de circuler. C'est comme un sens interdit pour les véhicules affectés au transport de marchandises. Quand, quand la limitation de vitesse, elle concerne que certains usagers, par exemple que les poids lourds, vous avez le panneau de limitation de vitesse et en dessous, vous avez un petit panonceau de forme rectangulaire où dessus c'est marqué, où c'est dessiné un poids lourd. Et dans ces cas-là, la limitation de vitesse ne concerne que les poids lourds. Vous avez justement dans les vidéos, des vidéos sur les panonceaux. D'accord. Donc là, c'est deux panneaux qui se lisent séparément. Ce n'est pas un panneau avec un petit panonceau rectangulaire en dessous. Allez, c'est parti, les questions. Denise nous pose la question. Pour une intersection entre une route et une route en perpendiculaire, qui est prioritaire lorsque les trois routes ont un stop? Alors, Denis, c'est une bonne question parce qu'en fait, là, c'est un peu une impasse dans le code de la route, c'est-à-dire que c'est la règle de la courtoisie puisque chacun doit céder le passage à l'autre, d'accord? Donc normalement, il ne devrait pas exister ce genre d'infrastructure, mais on sait qu'ils le font à certains moments, notamment sur des routes où les gens ont tendance à rouler très très rapidement ou à ne pas, en fait, à pas suffisamment observer. Donc pour éviter ça, des fois, effectivement, ils installent 3 stops. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de règle. Donc c'est la règle de la priorité. Il y a quelqu'un qui, à un moment, va faire signe à un autre de le laisser passer. Mais c'est une question, Denise, qu'on nous pose très très souvent, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, très bien. On va Mmh, entamer sur la mais voilà, n'hésitez pas si troisième vous avez d'autres thématique. On va vous questions. laisser Un un peu petit plus peu de plus temps. de temps. Voilà, Mmh, nous sommes entre nous, hein, petit salon. exactement. Sophie, on va parler de. Alors maintenant, on va parler de la nuit Ah et des oui, intempéries, d'accord? Parce que du coup, avec le changement d'heure, on sait que là, du coup, on conduit beaucoup plus la nuit. Les intempéries, ben, on est au mois de novembre, c'est l'époque des voilà. intempéries. Et Donc, méfiez-vous, la nuit, tous les chats sauvages. À tout de exactement. suite, Sophie. Jingle. Alors, du coup, on passe effectivement aux questions concernant la nuit et les intempéries et l'utilisation des feux, d'accord? Donc, la 10e question, c'est est-ce que je passe en feu de route dès maintenant dans cette situation? Alors, Philippe et Christian, je vous répondrai à la fin éventuellement de cette séquence sur c'est la nuit et les intempéries. 5 questions là-dessus.
Alors, je vous laisse répondre, je passe en feu de route dès maintenant. On vous laissera également un peu plus de temps pour vos questions, hein. Sur la voie. Alors, je passe en feu de route dès maintenant, oui ou non? Alors, feu de route, alors c'est le terme qu'on utilise dans le code de la route, c'est les pleins phares en fait, hein, d'accord? Alors là, c'est totalement partagé, on a un 50-50. Alors, ici, vous savez qu'avant, vous étiez en train de suivre ce véhicule, donc vous étiez en feu de croisement, en code, comme on appelle ça. Et est-ce que vous passez en plein phare dès maintenant? Alors, c'est quelque chose qui se fait souvent. En fait, les gens, quand ils dépassent, ont tendance à passer en feu de route assez tôt et c'est assez gênant. Pourquoi? Bah, parce que si vous allumez vos feux de route maintenant, vous allez éblouir en fait le conducteur de la voiture blanche parce que en fait, vos feux vont se réfléchir dans le miroir, dans le rétro extérieur gauche. Donc, on va un petit peu attendre pour passer en feu de route parce que du coup, on n'est pas au même niveau que le véhicule. Et si vous passez dès maintenant en feu de route, vous allez l'éblouir. D'accord? Donc, ici, on ne va pas passer en feu de route dès maintenant. C'était la réponse B. On attend vraiment d'avoir dépassé le véhicule pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éblouissement avec ce véhicule, hein. D'accord? Donc bravo. On a une toute petite majorité. Alors je pense que c'est peut-être parce qu'on était vraiment quasiment au même niveau. Mais du coup, il faut vraiment attendre d'avoir dépassé son rétroviseur pour être sûr de ne pas l'éblouir. Donc voilà, c'était bien la réponse B. Donc bravo à vous. Alors, on continue avec la question 11. On reste ultra concentré. On est à plus de la moitié. Alors là, on va parler de l'éblouissement. Après un éblouissement, la vue recouvre ses capacités immédiatement. Réponse A, après 2 à 3 secondes environ. Réponse B, après 10 secondes environ. Réponse C, quand on est ébloui, alors ça arrive souvent, on vient d'en parler avec justement des véhicules qui peuvent passer en plein phare très rapidement ou trop rapidement. Ça peut être aussi quand on passe d'un endroit très sombre à un endroit où ça va être très éclairé, un véhicule devant qui a ses feux mal réglés. Ces feux aussi où la personne qui reste en plein phare. Donc du coup, voilà, dans ces cas-là, quand après un éblouissement, la vue recouvre ses capacités après 2 à 3 secondes ou après 10 secondes ou immédiatement. Alors vous êtes peu nombreux à dire immédiatement. Et je vois quand même des gens qui sont très optimistes. Alors, la majorité, alors vous êtes plus de quasiment 70% à répondre après 2 à 3 secondes. Hélas, non. En fait, on va retrouver vraiment ces capacités après 10 secondes. Et plus on avance en âge, plus justement, en fait, la résistance et la récupération après l'éblouissement va être doublée. Donc, en fait, c'est après 10 secondes et même des fois beaucoup plus. D'accord? Donc, il faut vraiment en être conscient, faire en sorte de ne surtout pas être ébloui. En fait, il y a quelque chose qui est l'œil, naturellement, il va rechercher la lumière. Donc, en fait, quand vous avez un véhicule qui arrive en face, on a tous tendance à regarder ses feux. Donc, il faut vraiment s'obliger, quand un véhicule circule avec ses feux de route ou des choses comme ça, qui nous éblouit, s'obliger à regarder le plus loin possible le bas-côté droit, de façon à, limiter l'éblouissement et surtout ne pas voir un usager un cycliste ou un deux roues qui pourrait être sur la droite. Donc, c'est après 10 secondes environ, hein, d'accord? Et ça peut être beaucoup plus, donc c'était bien la réponse C. Bravo aux 31% qui ont correctement répondu. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va pas trop vite, on continue pour la question 12. Question 12. Alors, il pleut, circuler en feu de croisement. Alors, les feux de croisement, je crois c'est pas la bonne question qui s'affiche. Là, on va parler des feux, les feux de croisement. Voilà. Circuler en feu de croisement ici, est-ce que c'est conseillé ou est-ce que c'est obligatoire quand il pleut? Est-ce que vous êtes dans l'obligation ou est-ce qu'on vous conseille de circuler en feu de croisement? Vous savez que maintenant, sur les véhicules, il y a des feux diurnes qui s'allument automatiquement. Mais est-ce que du coup, les feux de croisement, c'est obligatoire ou c'est conseillé? Telle est la question. Je vous laisse répondre. Alors, ici, on est à 50-50. C'est une règle qui est pas forcément connue. Alors maintenant, sur les voitures, il y a l'allumage automatique des feux qui peut aussi aider pour ce genre de choses. Et oui, on a un vrai 50-50. Ben oui, mais c'est obligatoire en fait. Dès que la visibilité est pas bonne, dès qu'il pleut, en fait, vous êtes dans l'obligation d'allumer vos feux de croisement. D'accord? En fait, l'idée, c'est pas de vous mieux voir ce qui se passe, mais c'est d'être vu et d'être vu notamment dans les rétroviseurs des gens. Donc c'est hyper important en fait d'allumer ces feux de croisement, c'est obligatoire. D'accord? Pensez aussi à ceux où leur vitre est embuée. En fait, vous devez être mieux vu par les autres usagers. Donc, c'est obligatoire de circuler en feu de croisement, même quand votre véhicule est équipé des feux diurnes, hein, d'accord? Les feux diurnes, c'est vraiment les feux
qui sont utiles quand il fait beau, quand il n'y a aucun problème de visibilité. Donc là, c'était bien obligatoire. Donc retenez bien ça parce que vraiment c'est assez important, surtout pour être mieux vu. Mais les véhicules, c'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules qui dès maintenant, en fait, dès que la visibilité est moindre, en fait, allument automatiquement les feux de croisement. Donc bravo, c'était bien la réponse B. On continue avec la nuit. Question 13. Et là, on va parler des vitesses, des limitations de vitesse. Donc la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Vous avez 4 propositions. À combien êtes-vous limité dans cette situation? On est toujours sous la pluie. Il pleut fortement apparemment, la chaussée est mouillée. À quelle vitesse êtes-vous limité? Alors, ok. Ce n'est pas selon la distance de visibilité. Alors Didier, dès que la visibilité dès qu'il pleut, en fait, on est dans l'obligation d'allumer ces feux de croisement. Il n'y a pas une question de distance de visibilité. La distance de visibilité, Didier, c'est par rapport aux limitations de vitesse par temps de brouillard. D'accord? Quand la visibilité est inférieure à 50 mètres, en fait, ben dans ces cas-là, quel que soit le réseau, on sera limité à 50 km/h. Ici, en tout cas, très grande majorité de bonnes réponses. On circule sur autoroute, c'est le panneau de droite qui nous dit ça, hein. Donc on circule sur autoroute. Sur autoroute, c'est limité à 130. En revanche, par temps de pluie, la vitesse maximale autorisée, c'est bien 110 km/h. C'est bien la réponse C. Donc bravo, parce que là, on a une très grande majorité de bonnes réponses. Pourquoi? Parce que la visibilité est moins bonne et puis la distance de freinage est multipliée par 2, hein, d'accord, par temps de pluie. Donc c'est bien une vitesse maximale autorisée. Ça ne veut pas dire que vous devez circuler à 110, hein, mais au maximum, vous êtes limité à 110 km/h. Donc bravo, c'était la réponse C. Là, du coup, très peu de mauvaises réponses là, sur cette question. Ok. Question 14. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Là, on peut faire un 100% de bonnes réponses. Pour croiser ce véhicule, il est préférable de regarder vers la zone A ou vers la zone B. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, là, je pense qu'on peut faire un 100%. Donc, pour croiser ce véhicule, qu'est-il préférable de regarder? Est-ce qu'on va plutôt diriger notre regard vers la zone A ou vers la zone B? Alors, ce n'est pas la dame blanche qu'on voit en face. Mais oui, en fait, mais comme je le disais tout à l'heure, alors c'est une question qui peut paraître pas très utile quand on regarde l'image, parce qu'évidemment, on se dit qu'on ne va pas regarder la source lumineuse qui a tendance à nous éblouir, mais naturellement, c'est quelque chose qui va se faire. C'est-à-dire que si on n'apprend pas à le faire, en fait, naturellement, notre œil, il va vers la zone lumineuse. Donc, naturellement, notre œil, il va aller vers la zone A. Donc, en fait, il faut vraiment s'obliger, dans ces cas-là, quand on croise un véhicule qui nous éblouit, à ne surtout pas regarder ses feux et vraiment à s'obliger à regarder le plus loin possible vers la zone B, d'accord? Pour vérifier justement s'il n'y a pas de piétons sur le bas-côté pour diminuer l'éblouissement aussi. Donc c'est bien vers la zone B, bravo, parce que là, on a frôlé le 100% de bonnes réponses. C'était bien la réponse B, bravo à vous. Philippe. Oui, mais Ah, je suis ébloui par ta présence, par ta présence. Merci en tous les cas. Je vois que Philippe aussi rebondit encore, on revient sur les stops. On peut juste ok. refaire un petit, Oui, bien sûr. voilà. Et Philippe qui est très dynamique ce matin. En tous les cas, merci. Super. Merci pour vos questions et vos remarques. Pour les 3 stops, il n'est pas question de cylindrée ou de première arrivée. Non, non, non. En fait, Philippe, non. En fait, c'est vraiment tous ceux qui arrivent au stop sont dans l'obligation de s'arrêter et de céder le passage à droite et à gauche. En fait, vraiment, réglementairement, c'est ça. Ensuite, c'est vraiment la règle de la courtoisie. Aucune question dans le code de la route de cylindrée ou de première arrivée. Alors après, effectivement, dans la courtoisie, souvent, on va laisser passer le premier qui est arrivé, mais réglementairement, il n'en est pas question. Voilà. Mais c'est souvent, je le redis, hein, s'ils ont mis ça, c'est souvent pour ralentir vraiment les gens sur une route où la vitesse moyenne était souvent bien trop élevée. Et du coup, le fait de mettre un stop, c'est vraiment de façon à ralentir les gens. Mais en termes de règles de priorité, c'est vraiment la courtoisie dans ce cas-là. Alors, on revient sur la séquence aussi d'avant. Christian nous demande sur un chausssidou. Alors, c'est quoi un chausssidou? Alors, un chausssidou, c'est une chaussée
qui permet, en fait, pour favoriser la mobilité des cyclistes, en fait, ils vont avoir la possibilité de circuler dans les deux sens de circulation sur des bandes cyclables, comme sur des bandes cyclables. Possible. Et au milieu, il va y avoir une voie qui va être très étroite, où les automobilistes vont circuler dessus. Et quand ils ne vont pas pouvoir se croiser, ils vont devoir s'arrêter parce qu'en gros, le cycliste est tout le temps prioritaire. D'accord. S'il n'y a pas de cycliste, les voitures peuvent circuler sur les bas-côtés, d'accord, sur les bandes cyclables. En revanche, En c'est revanche, la question, interdit de est-ce que les stationner. voitures peuvent stationner sur la voie Mm. pour les deux roues? Et non, ils ne Ouais. peuvent pas stationner. Non, non, ils ne peuvent Ok. pas stationner parce que l'idée, c'est vraiment de favoriser et de sécuriser la circulation des cyclistes. Stéphane, merci pour votre question. Les radars automatiques prennent-ils en compte les conditions météo, entre parenthèses pluie, pour abaisser le seuil de vitesse? Bah non, il ne faut pas. Alors, Non, non, en fait, les radars automatiques pour l'instant, il n'y a pas cette technologie qui permet de détecter si oui ou non il pleut et d'abaisser la vitesse maximale autorisée. et alors si ce sont des radars embarqués? Si c'est des radars embarqués, ils peuvent. En fait, ça dépend du Ok. réglage. Donc ma question, que je voulais d'ailleurs te poser parce qu'on n'arrive pas à la coller, hein, Ah si, c'est possible. non, non, elle connaît toutes les. D'ailleurs, c'est elle aussi qui confectionne les questions Ça, faut peut-être pas le dire parce qu'il y en a beaucoup qui pour les n'aiment pas ces codes, questions. voilà, Hein. pour les examens. Ma question, c'est à partir de quel moment on déclare qu'il pleut finalement? Alors, en fait, la limitation de vitesse, c'est pas quand il pleut, c'est quand la route est mouillée. Et si il fait beau, mais que la route est mouillée, c'est les limitations partant. En fait, on a tendance à dire partant de pluie, mais c'est les limitations sur route mouillée. Je me Donc, fais si la arrêter route est par la mouillée, maréchaussée, j'estime qu'il ne pleut pas. mm, Ils me disent, ou s'il pleut, c'était limité à 110. J'ai dit non. c'est la route si elle est mouillée ou pas. C'est pas. On avait entendu parler des essuie-glaces. À partir du moment où on met ces essuie-glaces, on est considéré comme sous la pluie. Non. Non. C'est les limitations sur route mouillée, parce que sur route mouillée, la distance de freinage, elle est doublée. Donc en fait, c'est ça qui permet de. C'est pour ça que les limitations de vitesse sont abaissées. En fait, si on freine, on va mettre le double de temps pour que, entre le moment où on va commencer à freiner jusqu'à ce que la voiture soit complètement immobilisée, c'est doublé sur route mouillée. Donc c'est D'accord. sur route mouillée, c'est pour ça. Ok. Jean-Claude nous pose la question pourquoi les contrôles pour les phares plus fréquents? Alors pourquoi ils sont peu fréquents, c'est ça? Des Parce que, contrôles pour les phares en fait, plus fréquents. Plus fréquents. Ah, plus fréquents. alors moi j'aurais tendance à dire que les contrôles sur Moins les fréquents. feux, il y en a peu. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est plus dans le sens moins. Mais pourquoi? Mais parce qu'il faut en fait des forces de l'ordre qui soient disponibles, qui soient présentes. Et en fait, les contrôles sur plein de choses, on peut dire qu'il y a très peu de contrôles. Mine de rien, dans notre année, combien de fois on s'est fait contrôler? Oui. Très peu, à part par des radars automatiques, parce que c'est quelque chose qui est automatique, c'est une machine qui est mise là. Mais en fait, les forces de l'ordre, bah, il faut des moyens humains, voilà. Donc forcément, tout ce qui est contrôle comme ça, en fait, Ok. il y en a peu. René nous pose la question, y a-t-il une limitation minimale sur l'autoroute? Alors la seule limitation qui existe, c'est sur la voie la plus à gauche. On n'a pas le droit de rouler en dessous de 80 dans des situations normales. Évidemment, s'il y a un bouchon, dans ces cas-là, vous êtes autorisé à rouler moins. Mais si la circulation est fluide, vous n'avez pas le droit de circuler à moins de 80 sur la voie la plus à gauche. Sinon, il n'y a pas de circulation de vitesse minimale sur l'autoroute. Quand l'autoroute est limitée à 110, en cas de pluie, on doit rouler maxi à 90? À 100. 100, c'est ça. Mm. 100, ok. Même sur une voie express, séparée par un terre-plein central, deux Au voies, lieu de 110, c'est 110, 100. c'est 100. Voilà. Ok. Sur un rond-point, il y a cédé le passage à tout. Néanmoins, quelle est la règle? Auto-engagé, rentrant sur le rond-point, merci d'avance. On va reprendre cette question. Ça a l'air de. Alors en fait, alors, il y a un peu là, on va parler vocabulaire, donc je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais en fait, quand vous arrivez sur un rond-point, en fait, c'est juste la forme. C'est-à-dire que le rond-point, il peut y avoir des ronds-points avec des priorités à droite, c'est le rond-point de l'Étoile à Paris. Il peut y avoir des ronds-points avec des cédés le passage, et quand c'est avec des cédés le passage, ça s'appelle un giratoire. Et en fait, dans ces cas-là, il faut céder le passage aux véhicules qui sont engagés sur l'anneau, d'accord, qui sont déjà sur le giratoire. D'accord. Quelqu'un qui arrive sur la voie de gauche mais qui n'est pas engagé, il n'est pas prioritaire. D'accord. Évidemment, si vous voyez qu'il arrive très vite, ça ne sert à rien de s'engager. Hein. D'accord. Ok. Celle-là, je ne l'ai pas sur mes téléscripteurs. Si je croise une voiture et qu'il y a des vélos des deux côtés, les deux voitures stoppent et restent nez à nez? Ah, alors Jean-Claude, le truc, c'est que c'est par rapport au chausssidou. En fait, il me semble que c'était la même personne qui avait posé la question sur les chausssidous. Le truc, c'est qu'effectivement, les cyclistes, si deux circulent,
effectivement, en fait, les voitures ne sont pas prioritaires et c'est à elles de favoriser le passage des vélos. J'avais compris un stationnement dans le sens se garer, donc ça, c'est hors de question. Mais si c'est en fait, quand vous arrivez, c'est pour ça qu'il faut anticiper. Si vous voyez qu'il y a un vélo d'un côté, un vélo de l'autre côté, en fait, les voitures qui arrivent doivent anticiper justement qu'elles vont être amenées à se croiser. Donc, mais oui, elles n'ont pas à. C'est les piétons qui sont. C'est les cyclistes, pardon, qui sont prioritaires par rapport aux voitures. Donc, c'est aux voitures de leur céder le passage, complètement. William, à un carrefour, j'ai un triangle. Le véhicule arrivant sur ma gauche a un triangle aussi. Qui est prioritaire? Bah, William, en fait, c'est la même question que sur les stops de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, réglementairement, en ayant se céder le passage, j'imagine que c'est ça avec ce triangle, bah, du coup, vous devez céder le passage à gauche et à droite. Lui aussi. Donc, on est un peu dans la même situation que les stops. C'est-à-dire que réglementairement, il n'y a pas de réponse. Donc, c'est là où, du coup, ça va être la règle de la courtoisie. Donc, c'est surtout important de bien montrer à la personne que soit on la laisse passer, d'être très clair dans ses intentions. Parce que des fois, on peut avoir du mal à savoir qui va passer avant qui, donc faire des gestes. Mais là aussi, on est dans la règle de la courtoisie. Didier, si 3 stops, ce n'est pas la priorité à droite qui compte? Ben non, parce que je le dis encore, hein, Ouais, ouais, réglementairement, c'est ça, c'est que chacun doit céder le passage à droite et à gauche. Donc là, vraiment, la règle ne prévoit pas ce genre de choses parce que normalement, comme je le disais, en fait, normalement, cet aménagement ne devrait pas exister, mais il existe pour de bonnes raisons, hein. Pourquoi sanctionner les voitures qui doublent à droite et pas ceux qui gênent sur la deuxième voie? Alors ça, on en parle beaucoup sur la deuxième voie. Je pense qu'il doit parler d'autoroute. Bah Les oui, fameux qui hein, parce que alors, sont au milieu, qui ne bougent pas, bah oui. le régulateur. Mais alors des fois, c'est vraiment lié au f alors certains n'aiment pas dépasser, donc pour eux, c'est une façon de ne pas avoir à dépasser régulièrement. L'autre raison, il y a des gens aussi qui pensent que la voie de droite sur autoroute, elle est réservée aux poids lourds et ça, ils sont nombreux et il y a vraiment cette méconnaissance, c'est-à-dire que c'est pas fait sciemment en pensant, faire une infraction. Pour beaucoup, certains, la voie de droite, c'est une voie réservée aux véhicules lourds. C'est pas le cas, d'accord? Donc effectivement, normalement, on n'a pas à faire ça, mais tous ces contrôles, effectivement, le problème, c'est que du coup, il faut des moyens humains, il n'y a pas forcément. Didier qui rebondit, en cas de limitation de vitesse liée à l'environnement, ne devrait-on pas autoriser les véhicules électriques à rouler à la vitesse hors pollution? Ah, c'est bonne remarque ça. Alors après, c'est aussi, Pourquoi eux seraient touchés alors qu'ils font le nécessaire pour justement avoir un impact plus faible sur la planète? Pourquoi ils seraient touchés par la limitation due à la pollution? dans ces cas-là, ceux qui ont la critère 1 aussi, après, c'est aussi, hem, pour, en fait, pour une circulation fluide, c'est aussi bien qu'en fait, que toutes les vitesses soient, en fait, très similaires. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que si on met des véhicules qui vont plus vite avec des véhicules qui sont plus lents, il y a un risque de créer des bouchons parce qu'il va y avoir une différence entre en fait, la circulation va pas être fluide, donc c'est sûrement lié à ça. Je reviens sur Guillaume qui pose la question, est-il interdit de doubler à droite? Oui, Guillaume, il est interdit de doubler à droite, Ça, sauf c'est si, clair. alors il y a certains cas, c'est-à-dire que quand on est dans un embouteillage et que quand vraiment la circulation elle est très dense, qu'il y a des embouteillages et que la file de droite va un peu plus vite que la file de gauche, dans ces cas-là, on passe devant le véhicule, mais c'est pas considéré comme un dépassement. Donc dans ces cas-là, c'est autorisé, sinon non, c'est pas autorisé. Daniel nous demande pourquoi les LED s'il faut allumer les codes? Alors, le problème des LED, c'est les feux diurnes, j'imagine. Les feux diurnes, le truc, c'est que alors, c'est les feux qui s'allument. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est les feux qui s'allument automatiquement maintenant sur les véhicules récents quand on met le moteur en route. Le problème de ces feux diurnes, ils s'allument qu'à l'avant et ils ne s'allument pas à l'arrière. Donc, en allumant les feux de croisement, vous allez être visible de l'avant et de l'arrière. Et du coup, les feux diurnes sont beaucoup moins puissants. Donc, mais c'est surtout parce qu'ils n'éclairent pas à l'arrière. Et Patrick nous remercie. Les questions sont très intéressantes, mais compliquées pour Ben certaines. oui, mais vos questions sont très intéressantes aussi, hein. Donc, Et- mais vous inquiétez pas, là, on va aborder les zones dangereuses. Il reste 6 questions, donc restez très, très concentrés. Allez, zone dangereuse, je vous laisse avec Sophie. Jingle. Merci. Alors, une question un peu compliquée pour cette 15e question, puisqu'on va parler des tunnels. Et quand vous voyez ce panneau dans les tunnels, vous devez maintenir cette distance de sécurité de 100 mètres qui est indiquée par le panneau uniquement quand vous êtes à l'arrêt, uniquement quand vous êtes en circulation ou lorsque vous êtes à l'arrêt comme en circulation. Réponse C. Donc, prenez le temps, vous avez 2 panneaux. Le premier panneau vous dit que vous êtes limité à 80 km/h. Le deuxième qu'il faut maintenir une distance de sécurité de 100 mètres. Mais est-ce que vous devez maintenir cette distance de 100 mètres uniquement lorsque vous êtes à l'arrêt, quand il y a un embouteillage,
uniquement lorsque vous êtes en train de circuler. Il y a plein de questions qui arrivent, on y répondra tout à l'heure, vous inquiétez pas. À l'arrêt comme en circulation. Donc Marc, Philippe, ne vous impatientez pas, on répondra à vos questions après, mais elles sont très intéressantes ces questions. Donc je dois maintenir cette distance de sécurité uniquement à l'arrêt, uniquement en circulation, à l'arrêt comme en circulation. Ok. Il vous reste encore quelques secondes pour répondre aux questions. Et là aussi, on voit qu'il y a quand même une méconnaissance sur cette règle. Alors, en fait, ici, alors on va apporter la réponse maintenant. En fait, la distance de sécurité, vous devez la maintenir à l'arrêt comme en circulation. C'est-à-dire que dans un tunnel, quand il y a un incident, ça peut prendre une ampleur une très grande ampleur très rapidement parce qu'on est dans un milieu qui est très confiné. Donc vraiment, l'idée, quand vous avez ce panneau, vous devez maintenir la distance de sécurité à l'arrêt comme en circulation. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est s'il y a un incendie, en fait, l'incendie ne va pas se propager d'une voiture à l'autre. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est si tout le monde respecte cette distance de sécurité, même quand vous êtes à l'arrêt, si les secours ont besoin de circuler dans le tunnel, ça va leur permettre de pouvoir le faire. Donc c'était bien à l'arrêt comme en circulation. Donc c'est hyper important de savoir cette règle, parce que vraiment, voilà, les incendies dans les tunnels ou les incidents, c'est vraiment toujours, ça peut très rapidement devenir dramatique. Donc c'est très important de respecter ces distances de sécurité à l'arrêt comme en circulation. OK? On passe à la question 16. On va rester un peu sur cette thématique parce qu'on va rester dans les tunnels. Pour la question 16. Quand vous avez ces petites diodes bleues dans les tunnels, à quoi servent-elles? Est-ce que ça permet de localiser les niches de sécurité? Réponse A. Est-ce que ça permet d'estimer les distances de sécurité? Réponse B. D'éclairer la chaussée? Réponse C. Parce qu'on parlait tout à l'heure justement des 100 mètres. Alors des fois, c'est un peu compliqué de savoir si on a 100 mètres ou pas avec le véhicule qui est devant. Alors, quand vous avez ces petites diodes bleues, est-ce que ça permet de localiser les niches de sécurité, d'estimer les distances de sécurité ou d'éclairer la chaussée? Alors, très bien. Donc là, vous connaissez beaucoup plus ces diodes. Ok, je vous laisse encore quelques secondes. Ok. Alors, du coup, c'était bien la réponse B, bravo à vous, puisque du coup, ça permet d'estimer les distances de sécurité. Comme je le disais tout à l'heure, 100 mètres, des fois, en fait, c'est difficile de se représenter ce qu'est 100 mètres, d'accord? Quand c'est 70 mètres, pareil. Donc, en fait, pour vous aider à savoir si vous avez une bonne distance de sécurité avec le véhicule de devant, en fait, vous avez ces diodes. Et en fait, vous devez avoir deux diodes bleues entre votre véhicule et celui qui est devant. Donc, 80% de bonnes réponses, bravo à vous, c'était bien la réponse B, au top. Nickel. Dernière question sur les zones dangereuses. On reste bien concentré. Question 17. Alors, dans cette situation, il est conseillé de rester sur cette voie. Réponse A. Il est conseillé de changer de voie. Réponse B. Ou réponse C. Il est obligatoire de changer de voie. C'est la réponse D. Alors, du coup, c'est assez partagé. Est-ce qu'il est conseillé de changer de voie? Est-ce qu'il est obligatoire de changer de voie? C'est très partagé. Alors, il y a une étude qui vient de sortir justement sur le fait que ça fait partie des règles les moins connues du code de la route. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai posé. Et voilà, ça ne contredit pas ce qui se passe, cette étude, puisque effectivement, majoritairement, vous pensez qu'il est conseillé de changer de voie. En fait, c'est ce qu'on appelle le corridor de sécurité. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un véhicule qui est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur la chaussée, mais là, du coup, on est sur la bande d'arrêt d'urgence et vous le voyez avec ces hommes en orange. Vous avez aussi, même si c'est un véhicule qui est avec ses feux de détresse sur la bande d'arrêt d'urgence, vous êtes dans l'obligation de laisser un corridor de sécurité, c'est-à-dire de changer de fil pour créer cet espace de sécurité entre le véhicule qui est en intervention et éventuellement les ouvriers ou les personnes qui interviennent et votre véhicule. Donc c'est obligatoire de changer de voie, ça s'appelle le corridor de sécurité. Vous allez voir de plus en plus, comme c'est une règle qui est très peu connue, on va voir de plus en plus des panneaux, et ils ont créé des panneaux qui vont permettre justement de faire connaître cette règle qui est très peu connue. Donc ça s'appelle le corridor de sécurité. Donc dès que vous voyez ce véhicule, vous ralentissez, c'est la première chose qu'il faut faire, et ensuite vous changez de voie, et si c'est pas possible de changer de voie, vous serrez à gauche de votre voie. Mais du coup, en anticipant suffisamment, vous avez la possibilité de changer de voie, et c'est très très important. Donc c'était bien la réponse C, et n'oubliez pas. Ah, je vois Philippe revenir vers moi. Je sens qu'il y a des questions, hein. Oui, il y a des questions et je vais revenir d'ailleurs juste, Patrick rectifie, enfin ne rectifie pas, précise et merci Patrick de préciser que les questions sont compliquées, mais tant mieux
Justement, il nous remercie, il te remercie qu'elle soit compliquée. On revient rapidement, tout à l'heure on parlait OK. d'autoroute. Sur autoroute, à 3 voies, est-ce qu'un poids lourd a le droit de doubler sur la file la plus à gauche? Non, alors les, poids lourds, tous les véhicules encombrants, donc plus de 7 mètres de long, ont le droit de circuler sur les 2 voies les plus à droite. Dès qu'il y a 3 voies ou 4 voies, ils ne peuvent circuler que sur les 2 voies les plus à droite. Donc ils n'ont pas le droit d'emprunter les voies au-delà de celles qui sont les 2 à non, c'est plus clair du tout là. En fait, ils ne peuvent utiliser que les 2 voies les plus à droite. Voilà, C'est ça, absolument, voilà. c'est ça. L'interdiction de doubler à droite est valable sur toutes les routes ou seulement les autoroutes? On le reprécise? Toutes les routes. En fait, il y a 2 exceptions. L'exception que je vous donnais, c'était, la route où il y a beaucoup d'embouteillages, où du coup, si votre voie, à un moment, va plus vite que celle de gauche, c'est autorisé. Et l'autre possibilité où vous avez le droit de dépasser à droite, c'est quand il y a un véhicule qui tourne à gauche et que, il a mis son clignotant et que vous avez suffisamment de place pour le dépasser à droite. C'est les seuls cas où vous pouvez dépasser par la droite. Alors, tiens, on repart sur un giratoire. Alors j'ai Allez. vu, ouais, il y a Marc aussi qui a posé une très bonne Ouais, question sur oui. le giratoire. Marc, tout à l'heure, a posé cette question. Un giratoire, souvent, le poids lourd qui va tout droit, mais avant de s'engager, son clignotant à gauche, puis à droite. Exactement, mais en même temps, il a raison de faire ça, le poids Eh lourd, oui, parce qu'en fait, ils ont un porte-à-faux. En fait, ils ont un empattement qui est très important parce que et en fait, quand ils vont tourner à droite, ils vont empiéter sur la voie de gauche. Donc pour éviter que les véhicules, les dépassent par la droite, en fait, ils mettent leur clignotant à gauche parce qu'ils vont empiéter la voie de gauche au moment où ils vont. Ils peuvent pas tourner comme une voiture, donc ils ont complètement raison de le faire. Et c'est pour ça que quand vous arrivez sur un giratoire et qu'il y a 2 voies, si vous voyez un poids lourd à droite, ne le dépassez pas pour rentrer directement sur la voie de gauche. En plus, vous êtes dans son angle mort. Donc oui, c'est normal. En fait, forcément, quand ils tournent, ils empiètent sur les autres voies. Et c'est pour ça, c'est en mettant ce clignotant, en mettant le clignotant, ils cherchent à vous prévenir de ça. ok. Alors, des questions des Philippe. C'est marrant, hein, ce matin, les Mais oui, Philippe sont dynamiques, hein, alors, ce matin, hein. Alors, Philippe G nous dit, dois-je laisser passer une voiture qui roule lentement sur un rond-point alors que je donne coup d'accélérateur sans m'arrêter? Je peux passer et j'évite des bouchons. Ah alors, oui, en fait, on considère que c'est un refus de priorité si on oblige l'autre à modifier son allure ou sa trajectoire. Si on ne le fait pas ralentir ou si on ne le fait pas faire un écart, c'est pas un refus de priorité, d'accord? Donc s'il roule lentement et que vous avez la possibilité, de vous engager, c'est pas un souci. Bon après du coup, faut pas accélérer trop fort non plus avant de rentrer dans le giratoire, mais du coup oui, oui c'est possible, c'est possible. En fait, ça sera pas un refus de priorité, mais comme un céder le passage. Si le véhicule est loin et que vous avez la possibilité, vous pouvez le faire. Alors René revient sur les poids lourds. Bah, je pense que c'était par rapport à l'autoroute. Pour les poids lourds, c'est uniquement s'il y a 3 voies, hein, voilà, c'est-à-dire que hein, la si file de gauche. S'il n'y a que 2 voies, il il a le droit. Et oui, des fois, on râle parce qu'on est derrière le camion qui vient de doubler, mais il n'y a que 2 voies. mais de toute Et il façon a le droit, lui aussi, de doubler. Pas dans exactement. n'importe quelle condition, je suis d'accord avec vous. Alors, Lanté nous précise, bah, merci Lanté, les questions sont très bonnes et les explications très utiles. Bah C'est sympa. merci, bah oui. Merci Lanté. Philippe B, merci pour votre réponse de qualité un peu rapide. Pouvez-vous préciser, auto-engagé sur un point, les autos qui rentrent sur le point par la gauche s'imposent, alors que notre rue est plus étroite. La courtoisie est absente à ce rond-point. Alors du coup, c'est un giratoire. Alors je me souviens plus. Est-ce que là on parle du Chaussy-Doux? Est-ce qu'on parle du stop? Parce que C'est là, je vois pas par rapport au rond-point, par je me rapport à un souviens plus. rétrécissement, la courtoisie est absente à ce point. Euh, Alors Philippe, est-ce que vous pouvez repréciser? Parce que je me souviens, je vois plus la première, je me souviens plus la question à laquelle vous faites référence. qualité mais un peu Sur un rapide, pont, non? pouvez-vous préciser auto-engagé sur un point? Sur un point, sur un point, les autos qui rentrent sur le point par la Alors gauche Philippe, en fait, on va vous s'imposent. demander de reformuler parce que je pense que là, je me souviens plus de, voilà, de quelle situation. Ce qu'on va faire, on va enchaîner avec la Ouais, de toute séquence façon, il nous suivante. reste du temps. Donc Philippe, vous Ouais, avez ouais. le temps de. On va enchaîner avec la séquence suivante et on Ah, va. attends. C'est un rond-point Merci avec des Philippe. cités de passage. D'accord. Donc, vous avez un rond-point avec des. C'était alors, c'est un peu une auto qui est engagée et des autos qui rentrent sur le point par la gauche s'imposent. Alors, Ah, peut-être que je comprends. C'est en fait quand vous arrivez sur un giratoire et qu'il y a un véhicule qui arrive de la sorte de la sortie de, ben, pas de la sortie d'une route à gauche, c'est ça. En fait, si c'est le cas,
Alors peut-être sinon Philippe, vous allez nous repréciser plein de fois, on a du temps, d'accord? C'est pas un souci. Si, la règle vous dit que quand vous vous engagez dans le giratoire, vous devez céder passage aux gens qui sont engagés dans le giratoire. Les personnes qui arrivent des voies de gauche ne sont pas plus prioritaires que vous, c'est-à-dire qu'eux aussi doivent céder le passage aux véhicules qui sont engagés dans le rond-point. Souvent, on dit que dans un rond-point, on doit céder le passage à gauche. En fait, c'est pas aux véhicules qui arrivent à gauche, hein, c'est aux véhicules qui sont engagés dans le giratoire. OK, allez, On continue Martine nous dit simplement, juste avant de passer à la dernière thématique: «Merci pour ce déroulé, ces questions pertinentes, bravo. Tellement important, ces piqûres de rappel, tellement important de faire partager au plus grand nombre». Et Dominique nous dit aussi: «Merci pour toutes ces questions. La révision est très utile». Tout à Moi, fait. ça me fait plaisir parce que c'est Ah tellement ouais, rare mais c'est d'entendre des vrai, choses hein. positives sur les questions On de a code. besoin, hein, on a besoin de dernière séquence, Et bah oui, alors on va parler des croisements et des dépassements. on va parler des croisements et des dépassements. Ah! Est-ce que tu veux participer avec moi et répondre, Philippe? C'est vrai que sur les croisements et dépassements, j'ai Ah! peut-être besoin de réviser. OK. Allez, je reste Et bah avec. reste avec Eh ben moi. super, je reste avec Sophie. Nickel. Ah bah toi aussi en fait, tu bien les Jingle. questions de code. Alors juste avant de commencer la 18e question, il y a Didier qui, où trouver les vidéos pour s'améliorer? En fait, toutes les vidéos qui ont été faites, Ouais. par Code Rousseau avec Generali, en fait, sont, sur le site qui s'appelle «Sur la route vous assurer». Je crois que dans le mail qui présentait en fait, ce quiz de ce matin, en fait, tout était mentionné, il me semble. Sur votre invitation, il y a le lien et je voulais en parler aussi à la conclusion. Vous le rappelez, sur la route, 3W, sur la route, vous assurez. Alors, C'est parti. question 18, pour Croisement et dépasser dépassement. ce cycliste en toute sécurité, je m'écarte d'au moins 1 mètre ou au moins 1,50 m. Donc réponse A ou réponse B pour dépasser ce cycliste. Alors je te laisse noter, Philippe. Tu ne regardes pas les réponses des autres. Ah, très bien. Alors, en fait, vous avez une distance latérale obligatoire, hein, d'accord? Donc c'est réglementaire, c'est pas que de la courtoisie. Alors Jackie, vous inquiétez pas, on répondra à votre question tout à l'heure, hein. Donc très bien. En tout cas, alors Philippe, toi tu as répondu B, réponse B. très bien et majoritairement dans le chat, vous avez répondu ça aussi, vous avez répondu 1,50 m. Effectivement, réglementairement, hein, et ça c'est vraiment important, lorsque vous dépassez un cycliste, vous devez, quand vous êtes en ville, vous écarter d'au moins 1 mètre. C'est-à-dire que 1 mètre, OK, mais si vous avez possibilité de laissez plus, hein. Et 1,50 m hors agglo, donc bravo Philippe, en tout cas bravo et bravo le chat puisqu'on a une majorité de bonnes réponses, donc c'est parfait, hein. Deuxième Deuxième question. question. Ah! OK, très bien. Deuxième question. Question 19. Dans cette situation, Philippe, que fais-tu? Est-ce que tu dépasses ce cycliste en chevauchant la ligne qui est continue? Est-ce que tu dépasses ce cycliste, mais du coup, en faisant en sorte de ne pas chevaucher la ligne? Ou est-ce que tu ne dépasses pas ce C'est vrai cycliste? que là, c'est serré quand même, hein. C'est une ligne blanche. Bon, dans mon rétro, OK, ça double pas. Mais Mhm. c'est un cycliste aussi, il va pas trop vite. Je crois que c'est une tolérance. Bon, allez, je dirais la. Allez, je dirais la A. Je dépasse ce cycliste. La A, réponse A. Avec Allez. la ligne continue? Avec la ligne continue parce que c'est un cycliste. Mais c'est pas infranchissable une ligne continue? Sauf dans certains cas, vas-tu me dire. J'espère. J'aurais dit Et ça. oui, c'est le cas. Mais oui, alors du coup, C'est bon. c'est une réglementation plutôt récente, entre guillemets. Effectivement, on peut dépasser un cycliste en chevauchant la ligne, c'est-à-dire que même si vous avez une ligne continue, vous avez la possibilité de chevaucher la ligne continue. Donc chevaucher, ça veut dire que seules les deux roues de gauche vont dépasser la ligne continue, évidemment si personne n'arrive en face, et évidemment si vous avez suffisamment de visibilité, et en laissant, comme on l'a vu tout à l'heure, 1,50 m. C'est parfait, trop bien. Et la dernière question, on reste ultra concentré et ensuite on répond à vos questions. Question 20. Je peux dépasser à cet endroit? Oui, réponse A, non, réponse B. Tu as une ligne, je ne sais pas si tu vois Philippe, mais avec des pointillés qui sont assez rapprochés. Pas le droit de me rabattre, mais par contre. Ah. Non, je prends pas le risque. Tu dépasses pas ici? Si quelqu'un arrive, non, enfin, dans ce sens-là, je dirais oui. Dans le sens contraire, ce serait non, mais allez, je dépasse pas. Je dépasse pas. Tu dépasses pas? Non. Ah, Philippe, mais là tu pouvais. Oh mince. Par contre, si j'étais sur la voie de gauche, je n'aurais pas pu me rabattre. Alors, tu peux te rabattre, mais tu n'as pas le droit de te rabattre pour sortir.
C'est-à-dire que D'accord. ces lignes-là, vous les avez au niveau des sorties. Effectivement, vous pouvez dépasser, d'accord? Vous pouvez vous rabattre, mais vous n'avez pas le droit de vous rabattre pour sortir parce que en fait, sinon, ça veut dire que vous sortez un peu trop tardivement et vous faites une queue de poisson. Donc ça, en fait, cette ligne, ça s'appelle la ligne de dissuasion. En fait, vous pouvez les retrouver soit sur les routes à double sens, et ça autorise de dépasser que les véhicules lents. En revanche, quand vous la trouvez sur une chaussée à sens unique, comme c'est le cas ici, ça veut dire que vous pouvez dépasser, vous pouvez vous rabattre, mais vous ne pouvez pas vous rabattre pour sortir. Donc là, tu La pouvais. ligne de dissuasion. Exactement, elle te Waouh, dissuade de faire des dépassements. qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend Donc avec c'était bien Sophie? la réponse A, bravo à vous. En tout cas, il y avait une majorité de bonnes réponses. Donc avant de passer à la dernière question qui va concerner vos scores, je pense qu'on va pouvoir répondre aux questions Oui, que on va prendre quelques questions qui Philippe, s'affichent. Philippe, je pense que c'était par rapport à la question de la ligne continue. Parce que c'était juste, Oui, pour les engins agricoles, là. eh ben non, il y a que. Philippe qui nous demande est-ce que les engins agricoles peuvent dépasser? Alors, est-ce que je peux dépasser un engin agricole? Je pense que c'est plus ça, c'est-à-dire qu'avec la ligne Ah, continue, en fait, il est autorisé de dépasser uniquement les cyclistes et même pas les. En fait, pourquoi les cyclistes? Parce que, un, le dépassement va être relativement rapide et en plus, ça permet une certaine transparence par rapport à ce qui se passe. C'est beaucoup moins large qu'un engin agricole, donc hors de question de dépasser quand il y a une ligne pas continue les un engin Solex ou les agricole. mobylettes, hein, Non plus. non plus. C'est C'est uniquement les uniquement cyclistes. les cyclistes. Laurence, bonjour. Combien de fautes sont admises désormais pour avoir le code? Alors Laurent, c'est comme toujours, en fait, c'est toujours 5 fautes maximum. Il y a une légende urbaine qui est depuis des années, comme quoi ça va passer à 3 fautes. Il n'en a jamais été question et il n'en sera jamais question. Jacques, Jackie, oui, on va revenir sur une question. Vous n'avez pas répondu à la question sur les véhicules qui squattent la voie centrale, amendable ou pas? oui, 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 c'est une infraction. En fait, on a l'obligation en France de circuler sur la voie la plus à droite qui nous est attribuée. Donc en fait, circuler sans raison sur la file de gauche, c'est une infraction. Donc oui, Jackie a plein de questions. Merci en tous les mais cas, ouais, c'est Jackie. super. Les cyclistes ont-ils le droit de circuler à deux de front? Oui, ils ont le droit, Hein. complètement. À 2 de front, ils ont le droit et du coup, souvent, c'est même, alors pourquoi ils n'aiment pas être l'un derrière l'autre aussi et pourquoi c'est plutôt bien? Parce qu'en fait, ça fait la largeur d'une voiture et souvent, en fait, le problème, pourquoi les cyclistes, des fois, n'aiment pas se mettre, l'un derrière l'autre, c'est aussi, alors 1 parce qu'ils ont le droit de se mettre de front et 2, bah, en fait, quand ils se mettent comme ça, les véhicules ont tendance à bien les frôler. Donc du coup, c'est aussi pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, la distance de sécurité qui est pas respectée, en fait, voilà, quand on fait du vélo, peut-être que vous en faites, franchement, on voit vraiment des gens qui nous frôlent et forcément à des vitesses importantes, ça peut déstabiliser. Euh, Didier, Didier, je dois rendre mon permis. Mais non. Ah non, mais on va voir après avec les résultats. Alain, le chevauchement de ligne continue est-il autorisé pour dépasser un véhicule agricole? Ah bah pardon. Eh ben non, on n'a pas le droit, du coup, Alain, uniquement pour les cyclistes. Comment s'apprécient les distances de sécurité si quelqu'un s'insère devant moi ou freine brutalement? Alors, est-ce que la Ouais. question, c'est sur comment voir si on a. En fait, l'astuce qu'on donne en auto-école, c'est vous prenez le véhicule qui est devant vous et en fait, vous prenez un repère fixe. Ça peut être par exemple un panneau ou quelque chose comme ça. Et en fait, en fait, il faut avoir le temps de dire 2 mots de 5 syllabes. Donc, souvent, ce qu'on dit, c'est un Mississippi, 2 Mississippi. C'est-à-dire que quand l'arrière du véhicule qui est devant vous, qui circule devant vous, passe devant ce repère, il faut que vous ayez le temps de dire un Mississippi, 2 Mississippi, avant de vous-même passer devant ce repère. C'est une façon d'estimer facilement, d'apprécier si oui ou non vous avez une distance de sécurité qui est correcte ou pas. Après, effectivement, s'il y a quelqu'un qui s'insère devant vous, qui freine brutalement, bah justement d'avoir eu cette bonne distance de sécurité, ça va vous permettre de garder une bonne distance de sécurité. Après, effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui vont se rabattre, mais souvent, s'ils nous ont dépassés, c'est qu'ils roulaient un peu plus vite. Mais voilà, c'était la question de savoir comment on fait pour faire en sorte de savoir si on a bien ces 2 secondes avec ce véhicule. Un Mississippi, 2 Mississippi. Bah ça alors, Mississippi. D'accord. Ok, merci pour le conseil. Bonjour, une trottinette. Bonjour Laurence. Une trottinette doit-elle obligatoirement circuler sur la route et non sur le trottoir?
Alors ça dépend si on parle de trottinette électrique ou de trottinette, en fait les trottinettes si on circule à trottinette, on est considéré comme un piéton dans le code de la route. Si on circule avec une trottinette électrique, on est considéré comme un cycliste. C'est-à-dire que si vous êtes, sur une trottinette électrique, il faut utiliser les bandes cyclables et pas les trottoirs. Voilà, en fait, vous êtes considéré comme cycliste dans le code de la route. Et le truc le plus important, parce que ça aussi c'est très peu su, c'est qu'avec une trottinette électrique, il faut avoir une assurance propre. C'est-à-dire que, la responsabilité civile, de votre habitation, par exemple, peut pas faire office de votre assurance trottinette électrique. Donc c'est hyper important parce qu'il y a D'accord. il y a beaucoup de problèmes en ce moment avec justement des gens qui ne sont pas indemnisés parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait cette obligation d'assurance pour avoir une trottinette électrique. Jacques nous pose cette question, enfin, nous fait ce constat, un céder le passage en bretelle d'autoroute n'est jamais respecté. Alors ça dépend de. Ça veut dire que les voitures rentrent comme sur le périphérique. C'est le seul cas d'ailleurs, le périphérique, où les voitures qui rentrent sont prioritaires. Alors oui, exactement. Et dans le code de la route, c'est même précisé à Paris et ils appellent ça la fermeture éclair. C'est-à-dire que c'est même précisé dans le code de la route qu'en fait, Qu'est-ce qu'on a? en cas de circulation dense, en fait, du coup, les véhicules ça doit être un par un, comme une fermeture éclair, pour en fait permettre une sorte de fluidité de la circulation. Et oui, Alain, ce genre de quiz devrait être beaucoup plus médiatisé, y compris à la télé. Bah, avec grand plaisir, hein, de rejoindre la télévision pour faire ce Ah genre bah oui, d'émission mais avec toi, complètement. Sophie. Merci en tous les cas, merci Alain. Alors, Daniel nous précise, on va voir Daniel, on va voir les résultats. J'ai Ah 63 bah ans et mon oui, permis depuis 1978. Eh bien, je peux repasser mon code, II. Merci pour toutes ces bonnes questions. Et Rumazine, on va passer. bah On oui, va la dernière justement. question. Ah, non, Brigitte, une question code de la route. À quel moment mettre son clignotant en arrivant sur une bretelle d'accès sur l'autoroute? Alors ça, du coup, il y a 2 écoles. En fait, réglementairement, rien n'est pareil, c'est pas très, très clair. Le truc, moi, j'ai tendance, quand voilà, quand j'enseignais la conduite, j'avais vraiment tendance à le faire au moment où, vous allez vous insérer. C'est-à-dire que si vous le mettez dès le début, ça a plus de sens et en fait, on a très peu de moyens de communiquer avec les autres. Donc tant mieux si on garde le clignotant, et on va le mettre donc on le met pas dès le début et au moment où on va s'insérer, on va prévenir ceux qu'on arrive derrière qu'on va s'insérer. Donc on le met quand on peut s'insérer. Voilà, ça c'est mon conseil. Réglementairement, vous n'êtes pas amendable si, jamais vous la mettez dès le début, mais après ça perd un peu de son sens. Ok, eh bien, on va passer maintenant au résultat. Et bah oui, vous allez devoir répondre de nouveau, à une question. Alors, est-ce que vous avez eu sur sur comment ça s'appelle? Sur ces 20 questions, entre C'est z un demi-code un code de la demi route, hein. Je effectivement, vous rappelle, c'est toujours 40 questions, hein, pour le code de la route. Là, vous en avez eu 20, donc normalement deux réponses et demie voilà. de tolérance. Alors, on va voir si justement vous l'avez eu votre code. Alors, est-ce que vous avez entre 0 et 10 bonnes réponses, vous répondez A. Vous validez A, si vous avez entre 0 et 10 bonnes réponses, voilà, En c'est votre bonne foi. Entre 11 et 15, vous appuyez sur B. Entre 16 et 19 bonnes réponses sur C. 20 bonnes réponses sur D. Je ne pense pas que vous soyez très très nombreux. Mais peut-être qu'il y a des anciens Mais voilà, des gens qui sont moniteurs voilà, donc encore ou, vous rentrez vos scores et on va analyser. Voilà, on va analyser un petit peu vos résultats. Et chez nous, c'est comme l'école des fans avec Jacques Martin, tout le monde gagne. Bah oui, parce que déjà, c'est bien, en fait, déjà, la démarche de venir, vous tester, déjà, ça ne peut ben, voilà, c'est forcément positif. Vous avez des questions et c'est toujours, très intéressant d'y répondre. Alors, vous êtes 31% à avoir de 0 à 10 bonnes réponses. Alors, ensuite, je répondrai, il y a d'autres questions qui arrivent, je répondrai juste après celle-ci. Voilà. Donc, si vous avez entre 0 et 10 bonnes réponses, vous êtes 31%. Franchement, j'ai choisi des questions qui étaient un peu compliquées sur des règles, qui, sont les moins connues. Donc franchement, même si vous avez entre 0 et 10 bonnes réponses, bravo parce que c'était pas des questions faciles. Donc bravo à vous et vous savez maintenant, quels sont vos petits points faibles. Donc du coup, vous avez possibilité d'aller, sur le site sur la route vous assurez.fr pour voir des vidéos. Donc n'hésitez pas, mais en tout cas bravo parce que même 10 bonnes réponses, c'est très bien, hein. Entre 11 et 15. Alors entre 11 et 15, là franchement, là c'est vraiment pas mal. Vous êtes 57%, donc franchement, je suis très agréablement surpris parce que, comme je le disais tout à l'heure, les questions sont pas simples. Les formulations sont pas simples non plus. On a vu qu'il y avait du vocabulaire qui n'était pas forcément simple. Donc bravo à vous aussi. Et hop, attendez.
Et les 14% qui ont fait entre 16 et 19 fautes, bravo franchement, parce que c'était vraiment Ouais. pas simple. Et du coup, ça veut dire que voilà, vous vous tenez au courant très régulièrement. Donc bravo à vous, parce que c'est très très bien. Personne n'a fait, mais personne n'a fait 20 bonnes Oui, réponses. C'est pas si c'était étonnant parce que le c'était corridor de sécurité, c'est pas simple. Mais oui. c'est compliqué, mais on a encore beaucoup révisé, pardon. Nous avons beaucoup révisé. On va juste répondre, avant de Oui. conclure, on va répondre à Hugues. Peut-on doubler un véhicule en franchissant la ligne blanche s'il roule à moins de 30 km/h? Il est Alors, vraiment lent, on est mais oui, derrière. alors, s'il y a une ligne continue, c'est pas un hasard, d'accord? C'est-à-dire que l'implantation des lignes continues, c'est vraiment en fonction de la visibilité ou des choses comme ça. Donc, s'il y a une ligne continue, c'est pas un hasard. Donc non, sauf si évidemment c'est un véhicule qui est complètement arrêté, mais non, sinon c'est interdit. Alors Philippe nous demande, Gros les gros pointillés. pointillés sur les sorties d'autoroute, est-ce que je peux doubler à droite? Ce qui veut dire je ne peux plus sortir mais reprendre l'autoroute. Les gros pointillés sur les sorties d'autoroute. Alors oui, vous pouvez dépasser, doubler à droite. Est-ce que je peux doubler à droite? Alors, ah oui, 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 vous circulez sur la sortie, c'est bien ça. Vous êtes en train de circuler sur la sortie, vous prenez la sortie et les autres continuent tout droit. Oui, vous pouvez dépasser, vous pouvez aller plus rapidement que ceux qui circulent sur l'autoroute. Oui. En fait, vous ne suivez pas la même direction. Donc, en fait, là, dans ces cas-là, c'est autorisé. Oui, Philippe. Ok. Jean-Claude nous remercie, Solange aussi. Alors, je vais bien sûr énormément te remercier, Sophie et les codes Rousseau. Je vous rappelle, hein, les 200 premiers inscrits auront ce coaching. Vous aurez aussi le loisir de recevoir le replay, la rediffusion de cette émission, pour revoir cette émission en replay, associé à un questionnaire de satisfaction. C'est très important. L'année dernière, vous nous avez renvoyé ce questionnaire de satisfaction. Très très positif, merci, en tous les cas merci à vous tous. Et vous pourrez aussi revoir le replay, la rediffusion de l'émission. Vous retrouvez bien sûr toutes ces vidéos, hein, vous assurez, sur la route vous assurez, vous pourrez revoir toutes ces vidéos sur le site www.surlaroutevouassurez.fr. Je voulais simplement le petit mot de conclusion peut-être, de se retrouver. Les questions étaient difficiles. Hmm. Rassure-nous, tu es contente de venir chaque année dans les Mais studios de oui, Generali. mais oui, et puis comme tu le disais, en fait, répondre au questionnaire de satisfaction, c'est aussi important parce que c'est aussi ce qui a permis cette année qu'on change le format, qu'on fasse quelque chose d'un peu plus court, mais aussi tout autant ludique. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours. Nous, ça permet de savoir ce qu'on va faire l'année prochaine. Vos prochains rendez-vous, vous les trouvez bien sûr sur Facebook. Facebook, n'hésitez pas. En tous les cas, c'était un très très grand plaisir de vous retrouver. À très très vite et je suis convaincu, sur la route, vous assurez. À très bientôt. Au revoir.